le président chinois Xi Jinping a effectué une visite, une tournée sur le continent africain. Cette tournée l'a mené dans 3 pays, le Sénégal, le Rwanda, l'Afrique du Sud, où il a pris part au sommet du BRICS. Alors on se pose quelques questions ce soir. Que cache cette tournée africaine? Est-ce que la Chine étend à nouveau ses ailes sur le continent? Question que nous posons à notre invité ce soir, le professeur Joseph Tchigbe. Bonsoir professeur. Bonsoir. Vous êtes historien, enseignant à l'université de Lomé. Première question, qu'est-ce que cache cette tournée africaine du président chinois? Merci de l'initiative, parce que cette visite fait grand bruit sur le continent, que ce soit dans les milieux journalistiques ou dans les milieux même des scientifiques qui se posent des questions. Mais je pense que pour répondre efficacement à cette question, il faut historiciser les relations sino-africaines en réalité. Parce que ce n'est pas la première fois qu'un dirigeant chinois rend visite au continent africain. Même celui-là, Xi Jinping, qui est en train de circuler sur le continent africain, il est à sa 3e tournée depuis 2013 quand il est arrivé au pouvoir. Donc il faut dire que les relations sino-africaines qui ont commencé de façon floue ont commencé à s'éclaircir à partir de 1949, lorsque Mao Zedong a voulu vraiment étendre sa notion de révolution sur le continent africain. Donc de 1949 à 1977 par là, lui-même il s'est déplacé pour aller sur le continent africain, notamment en Afrique australe, pour pouvoir exporter, comme je le disais tantôt, le modèle chinois en matière de révolution, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine agricole, etc. Et après lui, ses successeurs aussi se sont inscrits dans la même dynamique. Et donc, depuis 2000 jusqu'à maintenant, on s'est rendu compte que la Chine a voulu avoir une suprématie sur le continent africain. C'est ce qui a fait que même le concept même de relations sino-africaines a pris une nouvelle tournure à partir de 2000 jusqu'à maintenant. Et donc, on est dans ce schéma-là. Maintenant, le fait que le dirigeant chinois veuille visiter à nouveau le continent africain, vous n'êtes pas sans savoir que la Chine a de gros intérêts sur le continent africain. Et donc, quand on a des intérêts aussi colossaux, je pense que c'est de bon ton qu'il faut prendre des mesures pour s'assurer la sécurité de ces intérêts-là. Et donc, le fait de venir sur le continent africain s'inscrit dans cette logique-là de sécuriser les investissements que la Chine a fait sur le continent africain. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément d'analyse, on peut l'entrevoir sous l'angle de la volonté de la Chine de changer un peu ses portes traditionnelles d'entrée sur le continent africain. Tout le monde sait que la Chine est beaucoup plus présente en Afrique australe et dans d'autres régions de l'Afrique, mais la Chine n'est pas aussi présente en Afrique de l'Ouest, encore moins en Afrique francophone. Donc le fait qu'il décide de partir de l'Afrique francophone, donc de Dakar, montre clairement que les Chinois veulent avoir de nouvelles portes d'entrée sur le continent africain parce que les anciennes portes d'entrée sont considérées comme des acquis et donc il faut diversifier. Vous savez que pour ce qui concerne l'Afrique occidentale, c'est surtout la Guinée de Sékou Touré à l'époque qui était considérée comme la porte d'entrée de l'Afrique de l'Ouest, de la Chine en Afrique de l'Ouest. Et d'ailleurs, il y a une vidéo qui a circulé sur la toile où le président guinéen est en train de se plaindre du fait que la Chine, le président chinois veuille visiter l'Afrique et qu'il ne passe pas par la Guinée parce que, oui, le président Xi Jinping a écrit un ouvrage sorti de la pauvreté dans lequel il a écrit que la Guinée doit être la porte d'entrée de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, comme dans une logique de revendication, le président guinéen est en train de dire mais on s'attendait à ce que le président chinois passe par la Guinée et il a même dit que ce serait inamical de la part du président chinois de ne pas commencer sa tournée africaine par la Guinée. Donc pour dire qu'il y a des traditions sur le continent africain. Or, on se rend compte qu'il y a de nouveaux pôles économiques qui émergent maintenant. Le Rwanda en est un exemple. Et tout le monde salue le modèle économique du Rwanda. Même si on peut reprocher au dirigeant Kagame d'être un peu paternaliste, je ne veux pas parler de dictateur, mais je veux plutôt parler de paternaliste, un régime paternaliste. Mais on sait quand même que le modèle qu'il implémente dans son pays est un modèle qui réussit. Donc, on voit une Chine
qui, dans sa stratégie de conquête du continent africain, essaye de voir un peu les pôles qui commencent à émerger. Et on sait que le Sénégal en est un en Afrique de l'Ouest, puisque les pronostics vont montrer en disant que le Sénégal est en train de talonner les 7% de croissance, ce qui n'est pas légion dans la région ouest-africaine, surtout en Afrique francophone. Donc, on voit que la Chine est en train de déployer une nouvelle stratégie où il faut essayer d'identifier les pôles prometteurs et donc rentrer par là, consolider les acquis et s'étendre sur le continent africain. Alors, vous avez évoqué parmi les deux raisons la sécurisation des intérêts chinois. Est-ce qu'il y a une quelconque menace sur ces intérêts aujourd'hui? Non, mais vous savez que nous sommes dans la mondialisation et que les pays ne se font pas cadeau. C'est vrai, aujourd'hui, la Chine est la deuxième puissance économique derrière les États-Unis, mais le rêve de la Chine, c'est de pouvoir damer le pion aux États-Unis. Et quand vous voyez très bien l'architecture, c'est vrai que les États-Unis sont devant la Chine du point de vue économique, mais la Chine ne croise pas les bras pour regarder les États-Unis, non seulement sur le plan économique, mais aussi sur d'autres plans, notamment sur le plan sécuritaire. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2017, la Chine a implanté sa première base navale à Djibouti, alors que cette zone était considérée pendant longtemps comme étant la chasse gardée des États-Unis et un peu de l'Europe. Donc le fait que la Chine vienne s'implanter elle aussi, dans cette zone-là, c'est un message fort pour dire, mais écoutez, pendant longtemps, je m'étais cantonné au secteur économique, mais aujourd'hui, je dois pouvoir discuter d'égal à égal avec vous qui vous considérez comme les puissances militaires du continent africain. Et donc, je crois que c'est une raison suffisante pour expliquer le fait que la Chine veuille non seulement protéger ses propres intérêts, mais aussi adopter une stratégie offensive vis-à-vis des anciens partenaires du continent africain. Et je pense que sur ce point de vue-là, on peut dire clairement que non seulement, ou bien on peut expliquer l'attitude de la Chine, non seulement du fait que la Chine veuille sécuriser ses intérêts, soit en disant que ses intérêts sont menacés, mais aussi on peut comprendre que la Chine est dans une posture offensive pour dire, mais écoutez, aujourd'hui, la mondialisation, c'est la loi du plus fort. Et si j'arrive à imprimer ma marque sur le continent africain, je peux atteindre mon objectif, celui de damer le pion aux États-Unis. On est quand même aujourd'hui dans un contexte où Chine et États-Unis se livrent une grande guerre commerciale. Est-ce que pour la Chine, au même moment, l'Afrique est une sorte de rempart? Oui, vous savez, tous les pronostics vont bon train en disant que l'avenir de l'humanité se trouve en Afrique. Parce que l'Afrique a beaucoup de potentialités, une population extrêmement jeune, nous avons beaucoup de ressources, et puis le commerce, etc., est en plein essor sur le continent africain. Donc on peut se dire que qui a l'Afrique a le monde de demain. Donc par rapport à cela, mais les grandes puissances essayent de se ruer vers le continent africain. Les partenaires traditionnels, comme les pays européens et les États-Unis, sont en train de se voir talonnés sérieusement par la Chine, parce que la Chine se dit, dans mon ambition de devenir la première puissance économique mondiale, si j'arrive à avoir tout le marché du continent africain, c'est que je vais facilement atteindre mon objectif. C'est vrai qu'aujourd'hui, la Chine est le premier partenaire économique du continent africain. Ça, c'est clair. Mais la Chine n'entend pas se limiter à cela. La Chine veut aller au-delà du secteur économique et étendre ses tentacules sur d'autres secteurs politiques, diplomatiques et militaires et même culturels. Et donc, je pense que vraiment, si la Chine arrive à déployer toute sa stratégie de conquête du continent africain et arrive à avoir les pôles qui émergent comme le Rwanda, comme le Sénégal, comme plus proche de nous, la Côte d'Ivoire, etc., alors la Chine peut arriver à concrétiser son rêve. Est-ce que pour le continent africain, ce partenariat-là est gagnant-gagnant?
Alors, je pense qu'il faut questionner la notion même de partenariat gagnant-gagnant. Qu'est-ce que nous mettons dedans? Parce que c'est le discours officiel qui distille ce vocable en disant que, bon, le partenariat entre l'Afrique et la Chine est un partenariat gagnant-gagnant. Ceci en riposte à ce qui s'est toujours passé entre le continent africain et ses partenaires traditionnels. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au sortir de la colonisation, l'Afrique a eu à expérimenter ce que l'on a appelé l'aide au développement. Et cette aide au développement a été pilotée, si vous voulez, par les anciennes métropoles. Et donc, l'aide au développement avait ceci de ridicule, je l'appelle ainsi, qu'on vous donne de l'argent avec plein de conditions. En disant, par exemple, que ce sont nos techniciens qui doivent venir mettre en œuvre les projets pour lesquels on vous a financé. Et finalement, on se retrouve dans une situation où l'argent vient, mais ce sont les ressortissants des pays donateurs qui viennent et puis qui sont vachement payés sur la base du montant qui a été octroyé. Et donc, à partir de ce moment, c'est d'ailleurs ce qui a amené Mobutu dans les années 90 à dire, mais qui aide qui finalement? Alors, finalement, les pays africains ont commencé à se tourner vers la Chine. Et j'ai cité Mobutu tout à l'heure, qui a été l'un de ces premiers-là à s'ouvrir réellement à la Chine. Et donc, on se dit, bon, un pays comme la Chine, qui a connu la colonisation, ou bien dont n'a pas connu la colonisation en tant que telle, mais dont le passé ressemble fortement à celui des pays africains, qui, à la conférence de Bandung en 1955, a dit, mais écoutez, nous sommes tous pays en voie de développement ou bien sous-développés. Le jour où l'un d'entre nous va émerger, il va tendre la main aux autres. Alors, fort de cette promesse, entre guillemets, la Chine vient sur le continent africain et commence à initier des projets, à déployer sa stratégie de coopération avec le continent africain. On fait des investissements, on fait des prêts aux pays sans forcément des taux d'intérêt exorbitants qui plongent, qui ont l'habitude de plonger les économies nationales. Donc on se dit, bon, ils viennent, ils investissent, ils ont leur part, et nous aussi, ce que nous voulons comme infrastructure, comme expérimentation dans le domaine agricole et tout, nous avons ça. Donc à partir de ce moment-là, on se dit, c'est une coopération gagnant-gagnant. Mais le problème, c'est quoi? Est-ce qu'on s'est donné la peine de questionner le revers de cette coopération gagnant-gagnant? Prenons par exemple le secteur commercial. Aujourd'hui, quand on dit que c'est une coopération gagnant-gagnant, ça veut dire que l'Afrique doit pouvoir commercer avec la Chine autant que la Chine commerce avec le continent africain. Mais regardez bien, nos marchés sont submergés de produits chinois. Combien de produits africains se retrouvent sur le marché chinois? On a un déficit de la balance commerciale. Exactement. Donc, en dehors de l'arachide sénégalais et tout, mais combien de produits du continent africain se retrouvent là pour pouvoir commercer? La dernière fois, j'étais en Côte d'Ivoire et puis on me disait que la Côte d'Ivoire s'apprêtait à imposer un brevet sur Attiqué. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et on m'a expliqué que, en fait, les Chinois ont commencé par faire Attiqué en Côte d'Ivoire. Non seulement en Côte d'Ivoire, mais ils ont exporté ça. C'est-à-dire chez eux. C'est bien que les Ivoiriens qui sont en Chine, qui font Attiqué, les Chinois les désertent au profit de leurs compatriotes qui font Attiqué. Et là, les Ivoiriens ont dit, mais il faudrait que nous imposions un brevet sur notre produit. Donc, pour dire que même ce que nous allons faire là, comme commerce, les Chinois nous étudient minutieusement pour pouvoir reproduire la même chose et parfois mieux que nous. Et donc, ça fait que notre commerce est en train de s'effondrer. Alors, prenez le secteur agricole. La Chine est présente sur le continent africain et a investi pas mal de ressources dans le secteur agricole et même dans le secteur bois-forêt. Mais la question qu'on doit se poser, quels sont les revers de ces investissements? Nos sols qui s'appauvrissent
avec les produits qui sont utilisés pour rentabiliser nos sols. Mais quelle est la contrepartie que nous demandons? Dans le secteur bois-forêt, on est en train de déboiser des hectares et des hectares sur le continent africain, que ce soit au Gabon, que ce soit au Congo, etc. Mais finalement, on se dit, cette collaboration-là, ce partenariat, est-ce que ça profite à tout le monde sur le même pied d'égalité? C'est la grande question. Vous prenez le secteur des BTP, par exemple, où on est supposé avoir le transfert des compétences, des technologies, des compétences, etc. Mais regardez un peu les chantiers que les Chinois ont. Les ouvrages d'art critique, c'est la nuit qu'ils le font. Ils les réalisent. Voilà, c'est-à-dire que pendant que les Togolais ou les Africains rentrent chez eux, ils sont en train de dormir, c'est en ce moment-là qu'ils font les ouvrages d'art critique. Il y a un refus systématique de transférer la technologie à nos concitoyens. Pour que le jour où ces infrastructures vont se gâter, qu'on est toujours obligé de les rappeler, qu'on soit toujours derrière eux, qu'on soit obligé de les rappeler pour qu'ils leur... Alors que la Chine elle-même s'est développée comment? Elle s'est développée sur le modèle de transfert de technologie. Quand, avec la politique de Mao Zedong, on a fait appel aux Européens pour venir, pour délocaliser leurs industries et venir. Mais l'une des conditions pour que cela puisse prospérer, c'est le transfert de technologie. Donc, si nous voyons tout ça là, on est en droit de se poser des questions sur la nature de cette coopération, de ce partenariat que tout le monde crie gagnant-gagnant. Alors, pourquoi aujourd'hui l'Afrique, en tant que continent, n'est pas capable de parler avec la Chine d'égal à égal? C'est-à-dire négocier ce qu'il y a à négocier. Vous avez le marché, mais à condition que... Non, mais ça, c'est une question de volonté politique. C'est une question de volonté politique. C'est vrai, l'Afrique, elle est unique, mais elle est également plurielle. Puisque... elle est unique dans le cadre de l'Union africaine. Et nous voyons que l'Union africaine discute pas mal de choses avec la Chine. Mais en tant que des États, la Chine commerce avec l'Afrique en tant qu'une entité, mais aussi en tant que des entités individuelles. C'est ce qui fait que la Chine est présente dans presque tous les pays africains. Alors, la question qui doit être posée, c'est de savoir que disent nos dirigeants à ce géant asiatique qui vient nous proposer des offres en ce qui concerne la contrepartie de ces offres-là. Justement, la grande question est là. Donc, il faudrait que nos dirigeants se mettent dans la logique d'un rêve, de ce qu'ils veulent pour le continent africain. Et c'est seulement en ce moment-là que celui-là qui vient comme un libérateur, entre guillemets, on peut profiter de sa présence pour pouvoir développer nos différents pays. Mais pour le moment, j'ai l'impression que nos dirigeants sont en train de somnoler. Parce que tout dépend de la volonté politique. Peut-être pour l'Afrique, il y a mieux à gagner avec la Chine parce qu'elle n'est pas très regardante en termes de droits de l'homme, situation politique. Et donc, oui, justement, je pense que c'est l'une des particularités de la coopération avec la Chine. Parce que la Chine dit, je viens chez vous, que la gouvernance soit limpide ou non, ce n'est pas mon problème. Moi, je vous propose un modèle de partenariat. Vous l'acceptez, vous l'adaptez à votre culture et nous faisons chemin ensemble. C'est ce qui a fait que la Chine a pu prendre pied au Zimbabwe pendant longtemps et les investissements sont assez colossaux, même en Afrique du Sud. Et les relations sont vraiment anciennes en Afrique du Sud. Bref, en Afrique australe en général. Donc, je me dis que, en réalité, si les choses se passent ainsi sur le continent africain, la faute, c'est aux Africains eux-mêmes. Et quand je dis les Africains, ce sont d'abord nos dirigeants. Parce que ce sont nos dirigeants qui acceptent d'ouvrir nos marchés aux Chinois. Ce sont nos dirigeants qui acceptent de pouvoir faire appel aux investissements chinois pour des investissements colossaux dans différents secteurs agricoles, miniers, etc. Et aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que le continent africain est en train d'être pris d'assaut par les Chinois.
l'Asie en général, pas seulement les Chinois. Parce que après, les Chinois, ce sont les Indiens qui arrivent. Oui. Et les Indiens aussi ont leurs rêves. Ils veulent devenir, dans un bref délai, la deuxième puissance économique du monde. Et c'est en fonction de cela. Ils ont commencé par ouvrir 18 ambassades. Exactement. Donc vous voyez que les gens, les pays en question ont des objectifs à atteindre. Ce sont des objectifs stratégiques. Et ils se donnent les moyens stratégiques pour atteindre ces objectifs-là. Finalement, nous, qui sommes aussi des pays en voie de développement, on peut se poser valablement la question, quels sont nos objectifs stratégiques? Oui. Est-ce que ce qui désavantage l'Afrique aussi, ce n'est pas parce que l'Afrique, c'est vrai, c'est un continent, si on se met dans la dimension de l'Union africaine, mais en même temps, c'est de petits États qui doivent discuter avec des géants, Chine, Inde. Oui, on peut dire oui, ça désavantage le continent africain, mais au même moment, on peut dire non, parce que en réalité, quand vous prenez les différents pays individuellement, chaque pays dit, bon, à l'horizon 2025, à l'horizon 2030, je veux être un pays émergent, je veux être ci et ça. Et la Chine aussi, en son temps, l'avait fait. Maintenant, quand vous avez un projet stratégique de cette envergure-là, mais que vous ayez à discuter avec un géant ou un nain, vous devez pouvoir faire en sorte que tout ce dont vous discutez doit converger à l'atteinte de ces objectifs-là. Mais on a l'impression que on a le plan stratégique pour le développement de nos différents pays, mais dès que les partenaires arrivent, on a l'impression que c'est d'autres champs qu'on leur confie qui n'ont pas de lien réel avec l'atteinte des objectifs stratégiques. C'est là où le problème se pose. Donc il y a un problème de gouvernance, il y a un problème de cohérence en matière de politique de développement, et je pense que c'est ça qui nous désavantage aussi. Est-ce que vous pensez, si vous devez faire une projection, que peut-être dans 10 ans, dans 15, 20 ans, l'Afrique pourrait équilibrer un peu les choses avec la Chine? À l'allure où vont les choses, non. Parce que quand vous prenez des pays comme Djibouti, des pays de l'Afrique, de la Corne de l'Afrique en général, vous allez vous rendre compte que leur dette vis-à-vis de la Chine, c'est énorme. C'est énorme. Et donc, c'est comme ça que ça va aller crescendo. Quand vous prenez notre pays, je n'ai pas de statistiques fixes, mais je parie que nous restons devoir à la Chine de façon colossale. Et donc, 10, 20, 30 ans, la dette va augmenter. Dans certains pays, la Chine a commencé à négocier pour que ces pays qui sont devenus insolvables puissent compenser leurs dettes avec des matières premières. Ce n'est pas exclu que ça arrive chez nous. Et quand ça se passe comme ça, ça veut dire que d'ici 15, 20 ans, notre sous-sol sera hypothéqué. Et donc, on ne peut pas dire que quand notre sous-sol est hypothéqué et entièrement entre les mains de la Chine, c'est en ce moment qu'on pourra discuter d'égal à égal avec la Chine. Non, c'est un leurre. Donc je pense qu'il faudrait qu'on se réveille, il faudrait qu'on sache où nous voulons aller en matière de développement, et en fonction de cela, on pourra rectifier le tir. Merci beaucoup, professeur Joseph Tchigwe, d'être passé répondre à nos questions. C'est plutôt moi qui vous remercie. Vous êtes historien et enseignant à l'université de Lomé. On va marquer maintenant la pause. Après le journal, on retrouve les journalistes pour Regard Croisé.